Dans le salon d'une vieille maison de campagne anglaise, deux amis se retrouvent pour partager un goûter. Les scones sont prêts. Margaret se lève pour sortir les petits gâteaux du four. Elle laisse sa fille seule quelques instants avec son amie. Les yeux de Jane se posent sur Elizabeth. Une femme d'âge mûr, élégante, mais visiblement très mal à l'aise en présence d'enfants. Le silence règne dans la pièce. On entend uniquement le tic-tac régulier de l'horloge du salon. Elizabeth, avec un air de condescendance, scrute autour d'elle. Son regard se pose sur Jubilee, le doudou chimpanzé de Jane. Une moue perplexe se dessine sur son visage. Elle trouve cette peluche hideuse. Elle décide de briser le silence. « Jane, ma chère, ne préfères-tu pas avoir de jolies poupées ?» demande-t-elle tout en jetant un regard dédaigneux à Jubilee. Jane ne se laisse pas intimider par l'amie de sa mère et répond avec assurance. « Je préfère les animaux, c'est bien plus intéressant. » Elizabeth hausse un sourcil avant de poursuivre avec un sourire hypocrite. « Et les garçons de ton âge, ça ne t'intéresse pas ? Ils sont tellement plus charmants. » Toutefois, avant que la situation ne dégénère, Margaret arrive avec un plateau rempli de scones tout chauds. Elle les pose sur la table en bois et resserre du thé à son invité. Elizabeth, toujours abasourdie par la réponse de Jane, demande à son amie pourquoi sa fille a ce drôle de doudou. Un sourire bienveillant apparaît sur le visage de Margaret, qui se met à rire doucement. « Ma fille adore les animaux et rêve de partir en Afrique. » À ces mots, Elizabeth manque de s'étouffer et recrache son thé. Jane, espiègle, se moque discrètement de la situation. Elizabeth, horrifiée, hurle « En Afrique !» Margaret renchérit avec un sourire fier. Oui, elle rêve de vivre auprès des animaux. Elizabeth, choquée, pose brusquement sa tasse sur la table et tente de raisonner son amie. Cependant, cette dernière est très loin de se douter que face à elle se trouve une future pionnière du milieu scientifique. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons à Jane Goodall. Elle a dédié sa vie à l'étude des chimpanzés et a révolutionné notre vision des singes. De son enfance à comment cette jeune Anglaise ordinaire a fini par se retrouver en Afrique, découvrez son incroyable destin. Valerie Jane Maurice Goodall est née à Londres le 3 avril 1934. Son père est ingénieur et sa mère écrivaine. Très vite, Jane va se montrer différente des autres enfants. Elle délaisse les jeux de son âge et préfère la solitude de la nature à la compagnie de ses congénères. Son passe-temps favori consiste à rester seule dans les jardins et à observer la faune et la flore. Armée de son carnet et de ses crayons, elle dessine et note tout ce qu'elle voit. Elle est tellement absorbée par sa passion qu'elle en oublie la notion du temps. À tel point qu'elle finit par être connue de la police locale, car ses parents pensent fréquemment que la jeune fille a disparu. L'intérêt de Jane pour les animaux ne passe pas inaperçu. À l'âge de 4 ans, elle parvient à apprivoiser un cochon sauvage. Et ça, avec seulement 1 semaine de patience et quelques trognons de pommes. Sa persévérance est récompensée lorsque l'animal accepte enfin de prendre la nourriture de sa main. À 10 ans, en 1944, son esprit se remplit d'un rêve grandiose. Vivre en Afrique parmi les animaux et écrire des livres à leur sujet. À l'époque, en Occident, l'Afrique est vue comme un continent rempli de dangers. Il est donc inconcevable d'envoyer une jeune fille là-bas. Mais Jane n'en a que faire des conventions et décide de faire des études pour pouvoir réaliser son rêve. Malheureusement, elle va se heurter à la réalité. Ses parents ne peuvent pas financer son parcours universitaire. Par contre, sa mère lui conseille de suivre des cours de secrétariat en attendant l'opportunité de travailler en Afrique. Jane, déçue, décide quand même de faire confiance à sa mère et fait ce qu'elle lui suggère. Alors qu'elle est en études pour devenir dactylographe, la chance finit par lui sourire. En mai 1956, une amie l'invite chez elle au Kenya.
Pour Jane, l'opportunité est incroyable. Elle travaille pendant 1 an et économise tout son argent pour pouvoir payer son voyage. Elle a alors 23 ans et part seule en Afrique. Là-bas, elle espère pouvoir réaliser son rêve. Le 24 mai 1957 marque un tournant décisif dans la vie de Jane. Ce jour-là, au Kenya, elle fait la connaissance du docteur Louis Leakey, un éminent anthropologue. En cet homme érudit, Jane trouve un interlocuteur qui partage sa passion pour la vie sauvage. Enfin quelqu'un qui la comprend. Jane s'emporte dans des discussions passionnées avec le docteur Leakey. Ce dernier est non seulement impressionné par la fougue de la jeune femme, mais également émerveillé par l'étendue de ses connaissances. Admiratif, Dr. Leakey lui fait alors une offre. Il lui propose de devenir son assistante. Jane accepte avec enthousiasme. Un jour, alors que Jane retranscrit des cassettes audio d'expédition, Louis la convoque dans son bureau. Il a quelque chose à lui annoncer. Jane est tout de suite intriguée. Pourquoi cette convocation ? Y a-t-il quelque chose de grave ? À peine a-t-elle ouvert la porte que Louis l'accueille chaleureusement. Il l'invite à s'asseoir d'un geste amical, son visage est rassurant. Jane se détend, il ne serait pas si jovial si la situation était grave. Sans tarder, Louis entame son explication. Il cherche une personne pour réaliser une étude sur l'évolution des chimpanzés dans leur habitat naturel. Après réflexion, il pense avoir trouvé la candidate idéale pour cette mission, Jane. C'est extraordinaire. L'émotion est telle qu'elle n'est pas sûre de bien comprendre. Son visage devient rouge et les larmes lui montent aux yeux. Depuis son enfance, elle rêve de cette opportunité. Et maintenant, elle la tient entre ses mains. C'est une chance extraordinaire. Cependant, le doute l'envahit. Elle n'a pas fait d'études scientifiques. Comment pourrait-elle être la personne idéale pour ce projet ? Louis marque un temps de pause, puis avec un grand sourire, lui explique que c'est précisément l'absence de formatage et d'idées préconçues qui fait d'elle la candidate idéale. L'étude qu'il envisage requiert toutes les qualités dont Jane est pourvue. Jane accepte sans hésiter l'offre du docteur Leakey. Cependant, avant de se lancer dans cette aventure, des fonds sont nécessaires pour financer cette recherche. Et surtout, il va falloir convaincre les autorités britanniques. Car ces derniers refusent de laisser une jeune femme aller vivre seule dans la nature africaine. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Le soleil commence doucement à se lever dans la forêt de Gombe. La végétation humide dégage une odeur terreuse. Jane avance prudemment. Le lieu est infesté de serpents venimeux. Elle regarde où elle met les pieds, car la moindre erreur peut lui être fatale. Elle écarte délicatement des branches pour se frayer un chemin. Un petit lézard vert passe en éclair devant elle et disparaît dans la nature. Jane sourit brièvement. Elle écoute attentivement le moindre bruit, le craquement d'une branche, le frémissement des feuilles, le chant lointain des oiseaux. Tant de signaux qui peuvent être des indices du lieu où se trouvent les singes. Depuis des mois, Jane observe ces chimpanzés de loin. Elle étudie patiemment leur comportement. Sa mission est de devenir l'une des leurs, de gagner leur confiance et de faire partie de leur groupe. Mais depuis son arrivée, il l'évite. Même s'il se montre curieux, il reste extrêmement méfiant. Cela n'entache en rien la motivation de Jane. Elle sait que pour apprivoiser des animaux sauvages, il faut du temps. Assise au pied d'un gigantesque arbre, Jane sort ses jumelles. Un chimpanzé la fixe. Il est intrigué par cette présence qu'il observe depuis des mois. Jane le reconnaît immédiatement grâce à ses poils blancs au menton. C'est celui qu'elle a surnommé David Greybeard. Aujourd'hui, Jane décide de suivre son intuition. Tout doucement, elle se lève et prend un fruit dans son sac. Elle avance prudemment pour ne pas effrayer David. Jane évite de le regarder pour ne pas qu'il pense qu'elle va l'attaquer. Son cœur bat à tout rompre
captivée par ce qui pourrait se passer. Avec un sourire doux, elle dépose délicatement une banane à quelques mètres d'elle avant de retourner sous son arbre. Le chimpanzé, curieux, se laisse glisser de sa branche. Il s'arrête à une courte distance et l'observe attentivement. Soudain, il se met à crier. D'autres chimpanzés commencent à se rassembler. Tous leurs yeux sont rivés sur elle. Le mâle finit par attraper la banane. Jane, prise par l'excitation, se lève brusquement. Elle pense alors avoir fait une erreur, car ce geste aurait normalement fait fuir ces créatures. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il reste à ses côtés. Jane a du mal à contenir sa joie. Elle a réussi. Les chimpanzés l'ont acceptée. C'est ainsi que commence l'une des périodes les plus exaltantes de sa vie. Après de nombreuses batailles avec l'administration britannique pour que Jane puisse aller en Afrique, le docteur Leakey propose une idée quelque peu surprenante. Envoyer Van, la mère de Jane, avec elle en Tanzanie. Et là, à la surprise générale, les autorités acceptent. Van va accompagner Jane pendant 3 mois. Cette dernière a toujours encouragé sa fille à poursuivre une carrière en primatologie, un milieu alors largement dominé par les hommes. C'est donc tout naturellement qu'elle est prête à tout pour aider Jane à réaliser ses rêves. Les 2 femmes débarquent en Tanzanie le 4 juillet 1960. Jane pose à peine les pieds au sol qu'elle bouillonne d'impatience à l'idée de commencer ses recherches. Elle ne le sait pas encore, mais elle s'apprête à mener la plus longue étude de terrain sur les animaux sauvages dans leur environnement naturel. Jane a un objectif simple, intégrer le groupe des chimpanzés. Pour ça, elle compte appliquer sa propre méthode. Il ne faut surtout pas les brusquer ni les déranger, mais chercher à les comprendre en faisant preuve de discrétion, de calme et de respect. Avec patience, elle observe les chimpanzés tous les jours, mais les résultats peinent à arriver. Avec le temps, elle commence à nommer les singes du groupe qu'elle observe. Il y a David Greybeard, Goliath, Mr. McGregor, Flo et sa fille Fifi. Pendant plusieurs mois, ces journées sont similaires. Munie de ses précieuses jumelles, elle passe des heures entières à les regarder et à annoter tout ce qu'elle voit. C'est seulement après 1 an d'attente que ses efforts paient. Les chimpanzés finissent par l'intégrer dans leur bande. Jane peut maintenant les observer de près. Pour faire partie du groupe, elle passe des heures dans les arbres avec eux, elle imite leur comportement, mange la même nourriture qu'eux. Grâce à sa détermination et à son intelligence, Jane va faire des observations qui vont révolutionner le monde. Tout d'abord, elle remarque que les chimpanzés sont capables de penser de manière logique et d'exprimer leurs émotions. Elle observe aussi qu'ils montrent leur affection de manière similaire à la nôtre. Ils se font des câlins, des baisers, des tapes amicales ou même des chatouilles pour s'amuser. Ces observations sur nos plus proches cousins vont même plus loin. Elle remarque que les chimpanzés prennent soin de leurs congénères. Ils font par exemple leur toilette mutuelle. De plus, les liens familiaux semblent très importants pour eux, ils protègent leur groupe et se souviennent des membres de leur tribu tout au long de leur vie. Mais les découvertes de Jane n'ont pas fini de bouleverser la science. D'abord, elle prouve qu'ils ne sont pas végétariens mais omnivores. Ensuite, elle fait une découverte fascinante. Les chimpanzés choisissent des branches fines d'arbres, retirent les feuilles, puis utilisent ces branches pour extraire des termites d'une termitière et se nourrir. Jusqu'à présent, on croyait que seuls les êtres humains étaient capables de créer et d'utiliser des outils. Tout au long de son étude, Jane met donc en lumière des similitudes entre les hommes et ces primates. Ces observations, bien qu'évidentes aujourd'hui, sont révolutionnaires pour son époque. À cette période, on estimait les chimpanzés dépourvus de capacités cognitives comparables aux nôtres. Mais Jane démontre que les chimpanzés possèdent non seulement de l'intelligence et une capacité à la logique, mais aussi des émotions et de l'empathie. À l'annonce de ces découvertes, la presse s'enflamme et partage la nouvelle au monde entier. Mais très vite, certains tentent de discréditer ces recherches car elles sont le résultat du travail d'une jeune femme de 26 ans sans formation.
Sa méthodologie peu conventionnelle est également critiquée par de nombreux scientifiques. Par exemple, le fait de donner des prénoms aux chimpanzés. Cette idée est rejetée à l'époque par les spécialistes qui préfèrent leur donner des numéros pour éviter de les humaniser. Mais Jane ne compte pas se laisser humilier de la sorte. Et elle va leur prouver que c'est une scientifique qu'il va falloir prendre au sérieux. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Jane, avec son sac chargé de livres et de carnets de notes, traverse la cour pavée de l'université de Cambridge. C'est l'automne 1962 et les feuilles roussies tourbillonnent autour d'elle. Son quotidien s'est transformé. Fini les journées en pleine nature à observer les chimpanzés, elle est désormais en Angleterre pour étudier. Au début, le changement a été brutal. Son pays lui semble étranger, presque oppressant, loin des étendues sauvages où son cœur bat librement. Néanmoins, dès l'instant où elle fait sa rentrée à Cambridge, les choses changent. Jane réussit à faire une chose dont elle a toujours rêvé, avoir une éducation académique sur les animaux. En passant sous l'arche du bâtiment, Jane remarque un groupe d'étudiants. Ils chuchotent et la regardent furtivement. Elle est consciente que sa réputation l'a précédée. Une jeune femme intrépide qui a vécu parmi les chimpanzés en Afrique, un sourire discret se dessine sur ses lèvres. Soudain, certains commencent à imiter des cris de singes. Le groupe se met à rire et à se moquer d'elle. Jane marque une pause, son sourire s'estompe. Elle connaît bien ces railleries, mais choisit de les ignorer. Elle a l'habitude des détracteurs maintenant. Ces scientifiques qui ont douté de son travail, simplement parce qu'elle est une jeune femme sans diplôme universitaire, ont poussé Jane à se dépasser et à leur prouver qu'ils ont tort. C'est eux qui, sans le savoir, l'ont guidée vers Cambridge. En entrant dans l'enceinte de l'université, les rires moqueurs s'estompent derrière elle. Jane se dit parfois qu'elle préfère les chimpanzés aux hommes. Ces créatures semblent comprendre quelque chose sur la bienveillance que beaucoup d'humains ont encore à apprendre. À Cambridge, elle est une étudiante parmi tant d'autres, mais son objectif dépasse de loin les simples cours. Elle n'est pas seulement là pour apprendre, elle est là pour transformer la vision du monde sur la complexité des liens qui unissent humains et animaux. Louis Leakey est furieux de voir que ses collègues remettent en doute le travail de sa protégée. Ce vieux monde rempli de certitudes ne peut pas accepter l'approche novatrice de Jane. Alors quand cette dernière lui parle de faire des études pour légitimer son travail, Louis, grâce à ses contacts, l'aide. En 1962, il facilite son admission à l'université de Cambridge pour qu'elle poursuive des études de doctorat. Jane est la 8e personne dans l'histoire de l'université à être admise à ce cursus sans baccalauréat. Sa thèse, achevée en 1966, présente son étude sur le comportement des chimpanzés de la réserve de Gombe. Avec son diplôme en poche, Jane est reconnue comme une éminente scientifique. Mais surtout, pour elle, cela marque son retour tant attendu en Tanzanie. Arrivée là-bas, Jane n'attend qu'une seule chose, retrouver les chimpanzés. Son cœur bat d'excitation et de nostalgie. Les sons familiers de la réserve, le chant des oiseaux, le murmure des feuilles sous une brise légère, le lointain appel des animaux, lui rappellent ses premières années de recherche. Jane s'arrête un instant, fermant les yeux pour respirer cette odeur qui lui a tant manqué. Elle s'éloigne de son campement, puis au loin elle l'aperçoit. David Greybeard. Le chimpanzé avec sa barbe grisonnante se balance doucement entre les branches d'un figuier. Jane s'approche avec précaution, un sourire se dessine sur ses lèvres. David Greybeard va tout de suite la voir, il s'attend à avoir des bananes. Fifi émerge alors des broussailles, suivie de ses petits. Leurs regards se croisent et un frisson parcourt Jane.
Fifi reconnaît en elle une vieille amie, un lien formé il y a des années et jamais vraiment rompu. Soudain, Flo, la matriarche, se joint au groupe. En regardant la primate, Jane se rappelle de toutes les heures passées à documenter sa vie. La jeune Anglaise s'assoit doucement et leur donne des bananes. Jane se sent chez elle. Elle est revenue là où tout a commencé. C'est un retour aux origines, un retour à Gombe. Après son retour à Gombe, Jane découvre une facette plus sombre du comportement des chimpanzés. Elle va être témoin d'un côté nettement plus violent de leur nature. Un des aspects les plus frappants de son observation est la chasse des chimpanzés. Ils traquent et consomment de plus petits primates, notamment les singes colobes. Jane est témoin de scènes où les chimpanzés isolent un colobe en haut d'un arbre pour l'encercler et lui bloquer toute voie de fuite. Un des membres du groupe grimpe alors pour capturer la proie apeurée. Puis la petite famille se met à écarteler, à déchiqueter l'animal et à se partager la carcasse. Plus perturbant encore, Jane documente des cas d'agression intra-espèces. Les femelles dominantes au sein des groupes peuvent tuer les jeunes d'autres femelles. Un acte qui, dans certains cas, tourne au cannibalisme. Puis vient la guerre des chimpanzés de Gombe. Un conflit extrêmement violent entre deux groupes de chimpanzés qui va durer de 1974 à 1978. Elle a pour origine la division d'une communauté en deux groupes, l'un au nord de la réserve et l'autre au sud. Cette guerre va s'arrêter lorsque le groupe du nord finit par éliminer tous les mâles du groupe du sud. Durant cette guerre, Goliath, un des premiers chimpanzés que Jane a observé, va se faire massacrer. Devenu un vieux singe, le groupe adverse l'attaque alors qu'il est isolé. La fureur de l'agression est telle qu'ils essaient de le démembrer. Goliath va mourir de ses blessures. Ces actes ébranlent profondément Jane. Elle, qui avait longtemps perçu les chimpanzés comme étant naturellement plus doux que les humains, ces découvertes changent radicalement sa compréhension de leur comportement. Elles mettent en évidence des parallèles troublants entre les sociétés chimpanzés et humaines. Mais malgré tout, Jane continue à leur consacrer sa vie. Elle va tout mettre en œuvre pour préserver cette espèce de plus en plus menacée. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Chicago 1986, dans la grande salle de l'Académie des sciences. Jane Goodall se tient là, entourée d'éminents scientifiques venus des 4 coins du monde. Tous rassemblés pour la conférence Understanding Chimpanzees. Autrefois jeune femme méprisée par cette communauté, elle est maintenant une figure respectée dans le domaine de la primatologie. Alors que la conférence se déroule, une série de présentations se succèdent. Chacune montre la dure réalité à laquelle font face les primates. Des vidéos déchirantes montrent des scènes de déforestation et de braconnage. Ces images frappent Jane de plein fouet. Chaque scène de destruction et de souffrance animale la transperce comme un coup de poignard. La scientifique se sent envahie par une colère bouillonnante et un sentiment d'impuissance accablant. Les larmes coulent le long de ses joues. Elle, qui a consacré sa vie à étudier les chimpanzés, comprend que l'observation seule ne suffit plus. Elle ne peut plus se contenter d'être une spectatrice. Il est temps d'agir. La conférence s'achève. Jane se trouve à l'aube d'un nouveau chapitre de sa vie. Doit-elle retourner dans la jungle ? Oui, mais avec une mission renouvelée. Préserver les chimpanzés et aider les populations locales afin d'éviter le braconnage et d'autres situations causées par la pauvreté. Son voyage en Gambie ne fait qu'intensifier son désarroi. Face aux étendues ravagées par la déforestation, elle ressent une rage sourde mêlée de désespoir.
les chimpanzés, jadis florissants ici, ont désormais disparu. Certains ont été capturés pour la recherche médicale, pour des os, ou tout simplement pour être mangés. Avec une détermination mêlée de mélancolie, Jane quitte la Gambie. Elle laisse derrière elle les chimpanzés. À partir d'aujourd'hui, elle compte bien élever sa voix, utiliser son influence mondiale pour défendre sa cause. C'est la métamorphose d'une scientifique qui se transforme en activiste, d'une observatrice qui devient une combattante pour la cause animale et environnementale. Bien que Jane ait terminé sa carrière de recherche de terrain sur les chimpanzés, elle continue d'œuvrer pour la cause des primates. Maintenant, elle parcourt le monde pour donner des conférences. Son but est de sensibiliser le public aux menaces qui pèsent sur la faune et sur notre planète. Sa mission est de promouvoir la prise de conscience et l'action pour la conservation de la nature. En 1977, Jane franchit une étape supplémentaire dans son militantisme. Elle fonde l'Institut Jane Goodall, une organisation mondiale pour la protection des primates. Grâce à ça, dans les années 90, elle va créer au Congo son premier sanctuaire pour chimpanzés. Ce centre est un havre de paix pour les primates blessés ou en danger de mort. Là-bas, il soigne et protège ces singes afin de les préparer à un retour à la vie sauvage. Les équipes de l'Institut luttent également contre les menaces pesant sur les animaux et leurs habitats. Un autre pilier important de son œuvre est la création de Roots and Shoots en 1991. Ce programme international est présent dans 65 pays, mobilise plus d'1 million de jeunes chaque année. Il vise à sensibiliser sur l'importance de l'équilibre entre les humains, les animaux et l'environnement. Roots and Shoots encourage activement les jeunes à prendre des initiatives pour bâtir un avenir meilleur. Malgré un emploi du temps chargé, Jane n'oublie jamais de rendre visite à ces instituts pour s'assurer du bien-être des chimpanzés. C'est lors de l'une de ces visites qu'une histoire particulièrement touchante capte l'attention des médias en 2013, celle de Vunda. Vunda, dont le nom signifie « proche de la mort », est une jeune chimpanzé dont le début de vie a été marqué par la tragédie. Victime de braconniers sans scrupules, elle a été arrachée à sa mère et a dû lutter contre des maladies graves. Elle a fini par être récupérée à Chipunga, le deuxième plus grand sanctuaire pour chimpanzés d'Afrique. Là-bas, elle a été soignée et réhabilitée. Aujourd'hui marque une étape cruciale dans sa vie. Elle est complètement rétablie et prête à retrouver sa liberté. Pour cette occasion spéciale, Jane Goodall elle-même est présente. Jane, le visage pensif, regarde par la fenêtre du véhicule. À ses côtés se trouve une énorme cage qui abrite Vunda. Ses yeux sont apeurés. Elle pousse un petit cri plaintif. Jane se retourne vers elle. D'une voix douce et rassurante, elle essaie d'apaiser la primate. Lorsqu'ils atteignent l'épaisse forêt, une équipe de sauvetage les attend. Jane descend du véhicule tandis que les sauveteurs s'approchent pour prendre la cage de Vunda. Ils la déposent délicatement sur le sol forestier. C'est le moment tant attendu. Avec douceur, Jane ouvre la porte de la cage, offrant à Vunda la chance de retrouver sa liberté dans son habitat naturel. Avec une certaine hésitation, elle fait ses premiers pas dehors. Ses yeux parcourent lentement l'environnement, puis se fixent sur Rebecca,
la vétérinaire qui lui a sauvé la vie. Wunda, dans un geste empreint de tendresse, effleure doucement la main de Rebecca. Puis elle se pose sur le dessus de la cage et regarde un des sauveteurs. L'homme lui caresse la tête en geste d'adieu. C'est alors que Wunda se tourne vers Jane. Dans un élan spontané, elle s'avance et s'enlace longuement. Jane est profondément touchée par la gratitude de cette miraculée. Les larmes lui montent aux yeux, un léger sourire se dessine sur son visage. L'instant suivant, Wunda relâche son étreinte. Elle s'attarde un instant sur le bord de sa cage. Jane la regarde avec affection et encouragement. Elle murmure doucement, lui signalant qu'il est temps de partir. Avec une assurance retrouvée, la femelle se lève et disparaît lentement dans l'épaisse verdure de la forêt. Ce moment, immortalisé par les caméras, devient un témoignage puissant du lien qui peut se tisser entre l'homme et l'animal. Aujourd'hui, Jane est reconnue mondialement pour son engagement en faveur de l'environnement. En 2002, elle a été honorée comme messagère de la paix de l'ONU. Sa carrière, jalonnée de centaines de récompenses, l'a établie comme une figure emblématique de son siècle. Actuellement âgée de 89 ans, elle continue d'œuvrer pour un monde plus harmonieux pour l'humanité et pour les animaux. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Célia Brondeau. La prochaine fois, je vous raconterai l'épopée d'un des plus grands pirates de l'histoire. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.